Bonsoir, je suis Harry Chelami. Je suis ici ce soir en tant que modérateur pour cette soirée pour combattre la violence en Guadeloupe. En effet, je m'engage également aux côtés de mes amis pour pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans ce monde, pas uniquement en Guadeloupe, mais dans ce monde de délinquance, de violence. Nous devons nous poser les bonnes questions. Quelle est la solution? Qui peut faire quoi? Et suite à cela, eh bien, nous allons pouvoir trouver des remèdes à tous ces maux. On parle souvent de délinquance juvénile, des jeunes, mais il y a aussi la délinquance chez les adultes, la délinquance routière, il y a aussi de la délinquance chez les femmes. Donc, tout un panel de délinquance dont nous devons réfléchir quelles sont les solutions à trouver. Voilà la question que nous allons nous poser et au travers de tous les débats que nous allons faire, que ce soit ce soir ou après, eh bien, il nous faut trouver des solutions. Bonsoir, je suis Madame Frédérique Roselyne. Je fais partie d'un comité de parents d'élèves indépendants de l'école Sainte-Anne d'Ouville. Et voilà, ce soir je suis là pour parler du décrochage scolaire, de la délinquance, des jeunes qui se font renvoyer après un conseil de discipline et puis qui errent dans les rues et voilà, ils n'ont pas de suivi, et malheureusement sans suivi, ces jeunes prennent un mauvais chemin, ils deviennent délinquants et je suis là ce soir pour parler de tout cela. Donc tout en espérant qu'on trouvera une solution pour ces jeunes qui errent dans les rues et puis les sauver parce que malheureusement il y a trop de jeunes qui sont dans les rues et on ne peut rien faire pour eux. Mais là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que il y en a trop, il y en a vraiment trop. Voilà. Chers parents, je vous demande, en tant que moi je suis parent aussi de 2 enfants, de reprendre l'éducation de vos enfants. Reprenez vos enfants en main et puis quand vos enfants sont dans les rues, ne vous réjouissez pas parce que je connais des parents qui se réjouissent le fait que leurs enfants soient à l'extérieur, soient dans la rue, qui traînent dans les rues et qui deviennent délinquants. C'est malheureux, mais reprenez l'éducation de vos enfants, reprenez vos enfants en main. Bonjour, je me présente, Monsieur Sadik, auteur, compositeur, interprète, artiste guadeloupéen, artiste engagé entre guillemets. Alors, je suis présent ici à la sollicitation, pour répondre présent à la sollicitation de Monsieur Kumba. Il faut savoir que la délinquance, la violence font partie des thèmes que j'aborde régulièrement dans mes chansons. La problématique aussi des jeunes me touche tout particulièrement. J'ai l'habitude de mener des actions sur le terrain, dans les écoles, auprès des publics difficiles, auprès des jeunes qui sont en difficulté. Donc je crois que tout à fait naturellement que j'ai répondu favorablement à cette sollicitation. Je reconnais et j'admets qu'aujourd'hui on est face à une montée de la violence. Je suis de ceux qui croient que la musique, que la culture sont vecteurs de citoyenneté, qu'on peut effectivement à travers les arts aider les jeunes et les moins jeunes à s'en sortir, à se sortir de situations assez difficiles et c'est le message, si vous voulez, que je suis venu porter aujourd'hui. Voilà. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue à cette conférence débat qui a pour thème un sujet d'actualité qui interpelle malheureusement la population depuis quelques années, la délinquance. Je tiens tout d'abord à remercier le directeur de l'établissement, M. Jean-François Berthiaud, pour nous avoir accueillis dans ce magnifique canopée, le Joker. Un remerciement à M. le maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste, qui nous a permis d'échanger sur cette thématique à la cyberbase de Deauville-Sainte-Anne. Un remerciement à Mme Claudia Boucher, présidente de l'association Les Républicains Ultramarins, pour sa contribution.
Je me prénomme Marc Koumba, président de l'association FADOM, qui a pour but de valoriser le patrimoine guadeloupéen, avec un champ d'activité très vaste. Elle est à la fois une passerelle qui ouvre une fenêtre de communication pour l'ensemble des villes de la Caraïbe. Je passe la parole à M. Arichelami qui va introduire les conférenciers qui vont aborder les thématiques annoncées. Merci. Nous allons essayer de débattre parce que nous sommes des acteurs ici en Guadeloupe, des acteurs reconnus, chacun dans notre domaine. Et nous aussi devons apporter notre pierre à l'édifice, devons apporter notre pierre dans ce combat. C'est un combat qui ne touche pas uniquement la Guadeloupe, mais qui touche malheureusement l'ensemble de la nation. Et si chacun de nous fait un petit effort, aussi minime soit-il, eh bien, je pense que nous allons faire avancer les chemins. Un débat qui, je l'espère, sera riche et nous allons pouvoir, peut-être pas trouver ce soir les solutions qu'il faut, mais avancer pour pouvoir faire en sorte que notre jeunesse, nos enfants et l'avenir des îles de Guadeloupe, eh bien, puissent trouver matière à vivre en paix et en toute sérénité dans notre belle région. Après cette petite introduction, j'ai le plaisir de présenter une dame. On va commencer par les dames, bien sûr. Ce n'est pas toi, Claudia. Nous allons présenter une dame, parente d'élèves, qui a également milité dans plusieurs associations. Et elle est aujourd'hui membre du GPEI et elle continue son combat. Elle va nous parler, bien entendu, des rapports des jeunes à l'école. Là aussi, c'est un grand débat. Et hier encore, vous avez vu sur les réseaux sociaux un instituteur en région parisienne qui s'est fait agresser par deux individus, haut et debout. Alors, on se pose des questions, mais nous allons écouter Madame Frédéric qui va nous faire, pas un rapport, mais qui va nous donner son ressenti sur justement les rapports de l'élève à l'école. Merci de l'applaudir pour l'encouragement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Madame Frédéric Roseline. Je me présente en qualité de parent d'élèves du collège de Douville-Sainte-Anne. Et j'ai eu à siéger plusieurs fois au conseil de discipline. Et malheureusement, en examinant les différentes situations de chaque élève, je me suis rendu compte qu'il y a un sérieux travail à faire pour ces jeunes, avec eux et bien sûr avec l'implication des parents. En renvoyant l'élève, à mon avis, en renvoyant l'élève dans un autre établissement, c'est déplacer le problème. Car s'il n'y a pas de suivi, ces jeunes seront comme des points à problème qu'on déplacera tout le temps jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la rue et deviennent de gros délinquants. Ça, on n'en veut pas. Nos jeunes ne sont pas des procureurs ambulantes. Nous pouvons et nous devons faire quelque chose pour les sauver. Il serait judicieux de mettre en service un institut en place avec des intervenants qualifiés pour des établissements, dans les établissements scolaires, une fois que l'élève est passé au conseil de discipline, qu'on puisse le prendre en charge. Parce que ces jeunes sont récupérables. Ils ne sont pas irrécupérables, mais ils sont récupérables. Il m'est arrivé, après un conseil de discipline, de discuter avec des élèves. Je dis des élèves parce qu'on a eu à faire 2 conseils de discipline le même jour. Et vous vous entendez dire, mes parents ne m'aiment pas, je préfère la rue, je préfère mes camarades de l'extérieur que de l'intérieur. Et quand vous leur posez des questions, ils regrettent leurs gestes, ils regrettent leur comportement. Donc je me dis que si ces élèves-là, si ces jeunes ne sont pas suivis, on aura beau déplacer ce jeune dans un autre collège, dans un autre établissement,
le problème restera toujours le même. Ce sont des problèmes que nous ne devons pas laisser passer. Et ce qui était regrettable de voir, j'étais dans un conseil de discipline, c'est de voir que les parents avaient le sourire de le conseil de discipline. Les parents, certains parents se réjouissent de le fait que leur enfant soit renvoyé du collège. Ça, c'est malheureux. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de poser aux jeunes la question: pourquoi tu vas à l'école? Qu'est-ce que l'école représente pour toi? Qu'est-ce que tu attends de l'école et qu'est-ce que tu attends de la vie? Je ne sais pas, madame. Ces jeunes me répondent: je ne sais pas, madame. Je pense que ces jeunes sont perdus et nous avons le droit et le devoir de ne pas les laisser prendre ce chemin dans la rue. Soyons en quelque sorte leurs sauveurs, car nous savons que les parents, certains parents, sont démissionnaires et irresponsables. Ne laissons pas ces jeunes prendre cette voie, ils sont trop nombreux à errer par-ci, par-là. Si ce jeune, et j'ai eu l'occasion aussi de voir plusieurs jeunes qui se faisaient renvoyer du collège, revenir pire que ce qu'ils étaient, revenir raqueter leurs camarades, revenir se disputer avec les camarades, ça non. Je pense que si ces jeunes étaient suivis, il y avait un suivi pour ces jeunes, mettre une institution dans le collège ou quel que soit, je ne sais pas, mais il faudrait que ces jeunes soient suivis pour qu'ils puissent respecter leurs camarades. Parce que si ces jeunes étaient suivis, ils ne seraient pas revenus près du collège raqueter leurs camarades, faire tout n'importe quoi. Voilà, c'est ce message que je voulais faire passer ce soir. Et juste aussi un message pour les parents. Reprenez votre travail en main, reprenez le taureau par les cornes, reprenez vos enfants, redonnez aux enfants, à vos enfants l'éducation qu'il faut. Vous n'arrivez pas à leur donner une éducation, faites-vous suivre pour redonner à ces jeunes leur éducation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Frédéric. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse écouter les différents intervenants, et puis après, nous allons ouvrir le débat, et on va pouvoir se dire les choses, poser des questions, pas bâton non plus, mais on va ouvrir le débat. Je vais demander à mon ami de longue date, puisqu'on se connaît depuis le scoutisme. Vous voyez, ça fait déjà quelques années. Je vous dirai pas mon âge. Alors si vous regardez sa calvitie, vous allez comprendre que on devient chauve très tôt aussi, n'est-ce pas? Je vais demander à mon ami Alex Moutsami. Alex, qui a également, tu peux monter à la tribune, qui est également conseiller d'insertion et de probation, qui fait également un travail très très important. Eh bien, Alex, tu vas nous parler le délinquant face à la loi. Tout un programme. C'est vrai que ça, c'est ton domaine, c'est ton pain quotidien, de dire. Nous t'écoutons, Alex. Merci, Harry. Bonsoir à tout le monde. C'est vrai que ça fait depuis 1978, je suis au commissaire de la justice, donc j'ai travaillé en France métropolitaine et en Guadeloupe depuis 1992. Et je dois dire que j'ai vu une transformation, dans le mauvais sens, de la société guadeloupéenne depuis une quinzaine d'années. La Guadeloupe, ce petit pays avec 404 000 habitants, un petit peu plus, et malheureusement le département français, compris parmi les départements d'outre-mer, est bien le plus criminogène. C'est vrai, pas une journée ne passe sans que les médias nous relatent des faits divers graves. L'actualité est criante. Il est question d'homicide, de meurtre, d'assassinat,
de viol, de vol à main armée, ce qu'on appelle les boitages. Alors, comment expliquer cette montée de la délinquance, de la violence en Guadeloupe? Je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai constaté que depuis les années 2000, une sorte de cassure s'est opérée dans la société guadeloupéenne entre deux générations, avec le rejet de la société traditionnelle. Donc les familles, qu'on appelle les familles nucléaires avec grands-parents, tontons, tatis, etc. Effectivement, tout ça, ça a éclaté. Et les familles, ce qu'on appelle les familles monoparentales, effectivement, ont explosé. Il faut savoir qu'il y a à peu près 108 000 familles monoparentales. Ça fait beaucoup, hein, sur 404 000 habitants. Et donc, il y a une carence au niveau de la famille, hein, une carence familiale. Les jeunes n'ont plus de repères, parce que le père n'est pas physiquement présent. Et certaines mères, je ne dis pas toutes les mères, parce qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur les familles, toutes les familles, il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais disons, le gros de la troupe est dépassé. Donc, les jeunes, et la personne qui m'a précédé, madame, a expliqué que ces jeunes-là cherchent l'éducation entre guillemets dans la rue, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, à l'école, c'est l'échec scolaire, c'est les actes d'incivilité qui vaut traduction devant le conseil de discipline. Parfois, c'est des renvois, et je suis d'accord avec vous, c'est pas en déplaçant un gamin d'un établissement à l'autre qu'on règle le problème. Il faut aller beaucoup plus en profondeur. À côté de ces problèmes d'incivilité, il y a effectivement le problème de la toxicomanie. Un gros problème depuis des années à Guadeloupe. Et bien entendu, le problème du chômage. Hein, les jeunes 18-25 ans, c'est à peu près 40%. Le taux de chômage parmi ces gens-là, bon, les adultes, vous le savez, hein, c'est 28-30%. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est l'arrivée des scooters. Ça peut paraître bête, mais depuis qu'il y a eu des scooters qui ont remplacé nos fameux grenades, eh bien les gens tuent maintenant pour un scooter. Ils se déplacent, non pas comme avant, les gens prenaient leur grenade pour aller travailler dans les champs. C'est vrai, les usines ont fermé, Sainte-Marthe l'a fermé dans les années 70. Mais par contre, ils utilisent les scooters pour aller commettre des infractions graves, des braquages, etc. Donc ils ne s'arrêtent pas seulement dans la région Bimao, ils vont à Petit Canal, pour le Bertrand, à scooter. Parfois avec ce qu'on appelle les cabouis également. Et le téléphone portable. Ça aussi, c'est à causer du temps. Le petit Johan de Saint-François a été tué pour son téléphone. Vous savez, c'est un outil, c'est un très bon outil, le téléphone portable. Hein. Ça a été créé aux États-Unis. D'abord en 1983, je crois que c'est Motorola qui avait créé le premier, et après c'est arrivé en France dans les années 90. Mais ça cause beaucoup de tort. À l'instar du scooter, les gens tuent pour un téléphone portable. Alors, comment réagir face à cette montée de la délinquance? Au niveau institutionnel, bon, c'est tellement, je préfère laisser la place au débat pour approfondir, hein, parce que le temps qui m'est parti est très court, 5 minutes. Donc, au niveau institutionnel, par exemple, dans le cadre de mon travail, la permanence de l'orientation pénale au niveau du tribunal, le procureur de la République, parfois, nous appelle pour des gens qui sont en garde à vue et qui sont présentés pour des délits mineurs. Parfois, quand c'est un jeune, c'est plus de 18 ans, parce que nous, on est compétents pour les jeunes majeurs. Hein, ceux qui ont moins de 18 ans, c'est la protection judiciaire de la jeunesse, qui a remplacé l'éducation surveillée, qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Donc, il s'occupe des mineurs jusqu'à 18 ans. Donc, moi, je rencontre des gens qui ont, par exemple, qui ont été arrêtés pour en possession de quelques grammes d'herbes de cannabis, ou bien qui ont conduit, même leur scooter, hein, en état d'ébriété.
Vous savez que le taux d'alcool maintenant a été rabaissé à 0,50 g, c'est pas grand-chose. Il suffit qu'ils boivent 2 bières, et ça y est, ils ont dépassé la dose requise, si j'ose dire. Donc ces gens-là sont présentés devant le tribunal, et moi je propose dans le cadre de la proposition pénale le stage de sensibilisation au danger des produits addictifs. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool. Donc toujours en termes d'alternative à l'incarcération, parce que je vais parler de la prison tout à l'heure, c'est pas la prison qui règle forcément tous les problèmes. C'est un mal nécessaire pour certains, effectivement. La prison est, j'allais dire, obligatoire, mais pour d'autres, non, on peut trouver d'autres alternatives, justement. Alors donc ces gens-là doivent suivre ce stage qui est payant. Normalement, ça ne doit pas dépasser 450 €, donc une contravention de 3e classe. Et en règle générale, c'est le CORIDAF, c'est le structure Guillaume-Tapit qui s'occupe de la prise en charge des addictions, au sens large, alcool, drogue, etc., qui organise ce stage avec le procureur de la République et nous. Ça se passe sur 2 jours et c'est une façon de sensibiliser justement la personne. Ça peut être aussi des femmes, des femmes comme des hommes, j'en ai vu, au danger de l'utilisation de ces produits-là, pour eux-mêmes, pour la société et aussi pour leur santé. Donc ça dure sur 2 jours. Le premier jour, c'est l'explication du produit, par exemple les opiacés, le cannabis. Il faut savoir qu'il peut y avoir un phénomène d'accoutumance s'agissant du cannabis. Les gens pensent que non. Il y a aussi un phénomène d'accoutumance, ça peut aussi être vecteur de violence, etc. La deuxième journée, c'est axé sur la loi. Sur la loi, ce que prévoit le code de santé publique et aussi le code pénal. Donc, ce qui risque, parce que parfois, moi j'entends quelqu'un qui me dit: ah oui, j'ai planté un pied de cannabis. Mais non, c'est tout à fait. Ils ne le savent pas, en toute ingénuité. Ils pensent qu'ils n'ont pas commis d'infraction, et pourtant, c'est punissable. Voilà. Et donc, ces stages-là, ça dure 1 fois par mois, donc à Pointe-à-Pitre. Donc, c'est une mesure alternative à l'incarcération. Et évidemment, si ce même jeune, au moins jeune, est arrêté, à ce moment-là, il passe devant le tribunal correctionnel et la peine encourue, effectivement, c'est pas une peine alternative. Ça peut être une peine avec sursis, etc. Donc, c'est toujours gradué. Et si effectivement il y a ce qu'on appelle la récidive encore, ça peut être la prison. Alors, d'autres choses qui existent effectivement en matière de prévention de la délinquance et de l'insécurité, c'est l'SPD. C'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et aussi le CILSPD, c'est en termes d'intercommunalité, par exemple, au Moule, je vois Mme Bénin là, donc au Moule, effectivement, ils peuvent monter à CILSPD. Et j'ai entendu aux infos que les abîmes allaient se réunir effectivement dans le cadre du CLSPD. Ça existe depuis 2000, le CLSPD existe depuis 2002, juillet 2002, 17 juillet 2002. Et il y a eu un décret d'application en 23 juillet 2007. Il faut savoir que ce CLSPD est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants. Par exemple, Désigade, qui fait partie de du Levant, là, comme on appelle ça, et effectivement n'a pas de CLSPD parce qu'il y a moins de 10 000 habitants. Saint-François, moi je suis membre du CLSPD de Saint-François, donc ça se réunit régulièrement aussi. Donc c'est une instance justement de discussion, d'échange autour des problèmes liés à la sécurité, la délinquance, etc. Et c'est le maire qui est le maire ou son représentant qui préside cette instance. Le préfet est membre de droit, le procureur de la République, l'éducation nationale, le conseil départemental ou son représentant, le conseil régional aussi ou son représentant, l'éducation nationale, le collège sont représentés, même les directeurs directrices d'école sont représentés également, des associations aussi qui œuvrent en matière de comment dirais-je, insertion professionnelle, etc. Donc, on peut ouvrir à pas mal de personnes. Donc, c'est une instance qui existe et
malheureusement, qui n'est pas. Bon, ils se réunissent comme ça parfois, mais il n'y a pas trop de suite au moule. J'avais participé à la plénière du moule. Ça s'est très bien passé parce que je suis moulien également, hein, même s'il y avait des soir. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire ensemble, parce que la lutte contre la délinquance, c'est l'affaire de tous, hein, c'est pas seulement l'affaire des politiques, c'est l'affaire du citoyen lambda, des familles, des associations, etc. Il faut, à mon sens, aussi développer ce qu'on appelle les peines alternatives à l'incarcération. Parce qu'il faut savoir qu'une journée de détention, quelqu'un qui est en prison, ça coûte à peu près 84 € par semaine. Pas par semaine, par journée, pas par jour de détention. Mais quand je dis le coût, effectivement, c'est le repas, c'est l'habillement, c'est les soins médicaux, parce qu'en prison, quand ça travaille il y a un service médical, ça, hein, mon collègue en parlait, avec médecins, infirmiers, etc. Il y a aussi le SMPR, le service médico-psychologique régional, qui dépend de Montéran, pour les gens qui ont des petits problèmes psy, parce qu'il faut savoir en prison, il y a des pathologies qui sont lourdes, des gens qui relèvent la psychiatrie qui sont en prison. Et donc ces gens-là sont soignés également. Évidemment, ces 84 €, tout ça c'est compris dedans, la blanchisserie, etc. Voilà. Alors que PSE, ce qu'on appelle prosaïquement le bracelet électronique, le placement sous surveillance électronique, eh bien ça coûte 12 €. C'est une peine alternative. Par exemple, depuis la loi de 2009, effectivement, quelqu'un qui a été condamné, qui est primaire, donc il n'a pas, c'est sa première condamnation, qui a eu 2 ans d'emprisonnement pour une infraction quelconque, et si le jour de l'audience, le tribunal n'a pas décerné ce qu'on appelle un mandat de dépôt, c'est-à-dire une incarcération, eh bien la personne passe devant notre service, devant le juge de l'application des peines, donc c'est des magistrats avec qui on travaille, pour l'aménagement de cette peine. Et c'est à ce moment-là qu'on propose le placement sous surveillance électronique. Évidemment, ça ne va pas durer 2 ans, parce que c'est très lourd. Ces personnes-là, pour juste précision technique, bénéficient, et ça c'est la loi, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, de crédit de réduction de peine. Alors sur par exemple ces 2 ans, on leur enlève déjà 6 mois, c'est 3 mois par an. Vous voyez un petit peu, ça réduit d'autant la peine à subir. Et après, si tout se passe bien, si ce qu'on appelle les horaires d'assignation sont respectés, parce que le placement sous surveillance électronique, quelqu'un disait c'était la prison dans sa tête avec les barreaux. C'est vrai, parce que la personne ne peut pas sortir comme ça, par exemple le soir, il y a des horaires d'entrée et de sortie, et comme ça fonctionne par satellite, on voit tout de suite, on reçoit le jour même de la mission d'outre-mer, où tout est centralisé, ce qu'on appelle un rapport d'incident, avec la personne est sortie 5 minutes après l'heure, ou bien entrée avec du retard, etc. Donc c'est très très encadré. Et donc on ne peut pas dire que c'est de nous facile, mais l'avantage que ça a, cette mesure-là, c'est que la personne continue sa vie de famille, sa vie sociale, sa vie professionnelle, c'est très très important, surtout dans ce contexte-là, et en même temps la personne purge sa peine. Voilà. La première mesure qui est née, c'est la libération conditionnelle, 1885, où on est contre, mais évidemment ce n'était pas appliqué comme ça. À l'époque, c'était le procureur de la République, quand leurs amis, avec quelques petits problèmes, gardaient le dossier comme ça. Il y a quelques dossiers. Et après, il y a eu le souci avec mise à l'épreuve, c'est la mesure la plus usitée qui est née en 1958. Il y a le travail d'intérêt général, ce qu'on appelle le TIGE et le subside en 1983. Il y a d'autres mesures après qui sont venues, donc le bracelet électronique, le placement sous surveillance électronique. Et avec la loi Taubira du 15 août 2014, il y a d'autres mesures qui sont arrivées, malheureusement qui ne sont pas appliquées. Par exemple, la contrainte pénale. La contrainte pénale, c'est permettre à quelqu'un à qui il ne reste pas beaucoup de temps d'incarcération à purger, de purger sa peine à l'extérieur, mais avec des contraintes justement, des obligations de travail, de formation, etc., indemnisation des victimes, injonction thérapeutique, etc. Donc c'est une très bonne mesure. Malheureusement, les magistrats sont un petit peu frileux. Et ce n'est pas une spécificité guadeloupéenne, même en France métropolitaine aussi ça existe. Mais c'est une très bonne mesure.
Vous savez, nous, notre boulot, c'est la lutte contre la récidive. Il y a ce qu'on appelle, bon, c'est des anglo-saxons, surtout les Canadiens, qui parlent de désistance. Désistance qui est un processus, en fait, de sortir de la délinquance. J'appelle ça la désistance ou le désistement aussi. Voilà, donc c'est un truc un petit peu nouveau. Et en amont, je pense qu'en matière de prévention, je pense qu'il faut intervenir déjà, non pas dès le collège comme je le faisais avant, parce que je travaillais également dans les établissements pénitentiaires, mais dès le CM2, l'an dernier, dans une directrice d'école de Port-Louis, j'ai eu l'occasion d'intervenir et figurez-vous, une classe de CM2, 5 gamins qui semaient la terreur dans la classe, la maîtresse de la professeure d'école a fait une dépression. Ils avaient des armes, ils avaient des trucs, c'était je ne dis pas que ce sont des délinquants à cet âge-là, mais si on n'y prend en garde, effectivement, ils peuvent effectivement pousser le lot des mineurs qui sont pris en charge pour les jugements. Enfin, je vais parler un petit peu de l'ordonnance du 2 février 1945, parce que c'est l'actualité. C'est une ordonnance qui a été promulguée par le général de Gaulle juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait des mineurs qui se sont retrouvés orphelins. Leur père avait été tué pendant la guerre, et donc ils étaient complètement livrés à eux-mêmes. D'autres commettaient des petits larcins. Au départ, c'était ça l'esprit. Et c'est pourquoi cette ordonnance qui a été modifiée déjà 33 fois depuis sa promulgation, justement pour coller à l'actualité avec toutes les infractions nouvelles là, par exemple, le droit à l'image. On voit des jeunes avec leur portable qui filment. C'est l'article 222 du Code de procédure pénale. C'est 5 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. 75 000 € d'amende. Voilà, donc ça c'est l'échelle. Hein. Alors donc, par exemple, ça c'est une nouvelle infraction. Ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas de portable. Les élèves ne filmaient pas l'enseignement, etc. C'est le droit à l'image, c'est ça, voilà, que prévoit la loi. Donc, moi, je propose d'intervenir déjà depuis le CM2. Je ne dirais pas comme il y avait un député qui voulait, il disait que les enfants de maternelle, déjà, c'était pratiquement des délinquants. Non, mais ça, il s'est allé vite dans besogne. Non, il faut être vigilant parce qu'il y a des essences qui existent. Le RASET, par exemple, la résolution, etc. Avec les psychologues, c'est ça, il faut voir s'il y a des problèmes. Parce que la plupart du temps, les enfants reflètent ce qui se passe dans la famille. Hein, donc c'est le miroir de ce qui se passe dans la famille. Et au collège, il y a une essence qui existe. Hein, je fais juste l'inventaire. Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, effectivement, qui sert à cela. On peut inviter des gens, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs reprises. Donc, quand il y a des problèmes d'addiction, d'incivilité, etc., donc on peut discuter, faire des propositions là, au sein du collège. Au lycée, bien entendu, il faut agir également. Et je voulais parler juste de la prison parce que mon collègue va parler un petit peu de ce qui se fait. L'univers carcéral. Camus disait, Albert Camus, une société se juge à l'état de ses prisons. Donc, vous savez, en Guadeloupe, c'est un département bicéphale. Il y a 2 têtes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre. Contrairement par exemple à la Martinique, il y a une seule prison, il y a un seul tribunal. Eh bien, la Guadeloupe est pointée du doigt depuis longtemps. Basse-Terre, il y avait un sénateur qui avait traité de honte de la République. Il faut savoir que Basse-Terre, au départ, c'était un couvent des Ursulines. Je parle pour ceux qui connaissent, non pas en tant que résidents, hein, qui ont dû le visiter, ils ont construit un nouveau bâtiment. Mais à l'époque, c'était les religieux qui étaient là. Et Bimao qui a été érigé en 1996, qui est devenu centre pénitentiaire. Hein, après, bon, je vais laisser pour les questions, parce que c'est des techniques, les gens ne connaissent pas trop, on est là également pour porter la précision. Donc, la prison de Bimao, ouais, je suis allé au greffe là hier, donc pour faire un petit point, il y avait, à la date d'hier, 855 personnes qui étaient écrouées, 855 au CP de Bimao, centre pénitentiaire, pour une capacité théorique de 504 places. Donc, quand on parle de surpopulation carcérale, voilà, et il faut ajouter 2 autres parce qu'il y a les 2 mineurs qui ont été écroués là hier soir.
on va en parler tout à l'heure. Et donc 720 hébergés. Je parlais tout à l'heure du placement sous surveillance électronique. Ben, ces gens-là sont sous écrou, c'est-à-dire qu'ils sont ici au greffe, mais ils ne sont pas en prison. Donc, ils ne sont pas hébergés. Alors donc, si on compte les gens qui ne sont pas hébergés, effectivement, ça nous ramène à 720 personnes. Voilà, parce qu'il y a aussi les placements extérieurs, les plateformes. Il y en a 13. Et le placement sous surveillance électronique, 122. Bimaro seulement, hein. À Bastel, il doit y avoir une cinquantaine. Voilà. Par contre, ce qui est préoccupant, c'est le taux d'occupation en maison d'arrêt. Il y a 2 maisons d'arrêt et j'ai vu avec la responsable du greffe hier qui me disait que c'était 190%. C'est pas les 130%, 50%, 190% de taux d'occupation en maison d'arrêt. Avec des cellules de 9 mètres carrés et 8 personnes dedans. Alors, évidemment, la promiscuité, etc. Surtout avec l'avènement, si j'ose dire, des gangs, parce que c'est eux qui je suis maintenant là. Hein. Bon, je ne vais pas monopoliser trop la parole, il y a beaucoup de choses à dire. Là, ça va être très long. J'ai 5 minutes, je crois que j'ai dépassé très largement. Je suis bavard, je préfère laisser la place à la discussion, donc je suis prêt à répondre à toutes les questions. Si je peux. Alors, c'est la question que je vais te proposer, puisque tu as ouvert un débat qui est super intéressant. C'est justement, on en parle, c'est un sujet d'actualité. Et ton collègue tout à l'heure, M. Faro, va peut-être nous en dire un petit peu plus sur l'univers carcéral. Alors, je me pose la question, est-ce vraiment la bonne solution, cet univers carcéral? Parce que je donne mon avis. Moi, je pense que la prison est une bonne chose, mais pour certains. Oui. Et souvent, on entend parler de maisons de correction. Ça a existé. Oui, on en connaît. Mais aujourd'hui, est-ce que ces maisons de correction n'ont pas, je ne sais pas, véritablement leur raison d'exister aujourd'hui? Puisque enfermer des gamins, comme tu disais tout à l'heure, de 15-16 ans, ils deviennent encore plus délinquants. Parce que à l'intérieur, ils retrouvent je vais employer un mot qui va faire mal, des caïds. Et là, est-ce que c'est la bonne solution? Mais oui, la responsabilité pénale a été rabaissée à 13 ans. Ça veut dire qu'à 13 ans, en fonction de l'infraction pour c'est très grave, on peut mettre un mineur en prison. Parce que ceux qui sont gardés des mineurs à Bimaro, là, c'est pas un pivot délinquant, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a posé un acte pour la première fois. Non, il y a plusieurs stades. Le procureur de la République, qui est spécialisé en matière de droits des mineurs, peut prendre des mesures. Par exemple, le rappel à la loi, la réparation pénale, le placement dans une institution, etc. Et le juge des enfants, qui est aussi un magistrat spécialisé, qui cumule la fonction de juge d'instruction aussi, s'agissant des mineurs, et de juge de l'application des peines. À ce moment-là, dans des cas les plus graves, quand le parquet, le procureur de la République, va saisir le juge, évidemment, peut prendre aussi des mesures plus coercitives, si j'ose dire. Il y a, dans l'ordre un petit peu croissant, la liberté surveillée, c'est une mesure qui est mise en œuvre par les services de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Il y a des mesures de réparation. Il y a le SUCITI, aussi pour le travail d'intérêt général. Il y a le suicide à mise à l'époque pour les mineurs également. Justement, tu parles justement des travaux généraux. On se pose la question aussi, est-ce que c'est suivi? Est-ce que véritablement, quand on condamne un jeune à faire des travaux comme ça, on n'en voit pas véritablement, le citoyen lambda ne voit pas la résultante? Est-ce que c'est vraiment suivi? Est-ce qu'il y a un contrôle? Mais c'est contrôlé. Il y a aussi des stages de citoyenneté. S'agissant du travail d'intérêt général, pour les mineurs, effectivement, le nombre d'heures n'est pas pareil que pour un majeur. C'est de 40 à 120 heures. Et les mairies, par exemple, ce sont des Saint-François, avec Saint-François, par exemple, reçoivent des mineurs, mais pas beaucoup. Ils sont
les postes sont inscrits au niveau du tribunal, parce qu'il y a un répertoire des postes qui sont offerts, aussi bien aux femmes, aux mineurs, aux majeurs. C'est encadré par une équipe et un collègue, un éducateur spécialisé, qui travaille avec la protection judiciaire de la jeunesse, et bien s'occupe de tout cela. Non, c'est encadré, c'est pas fait comme ça à la légère. Donc les collectivités peuvent proposer des postes, les associations habilitées peuvent proposer des postes aussi, par exemple, je sais pas, un club sportif, un club de cyclistes, de proposer aussi des postes, bien sûr, mais tout est encadré. Il y a des fiches horaires, évidemment, le mineur prête, et après, quand il a fini, il y a un rapport qui est envoyé au casier judiciaire qui est à Nantes, et pour qu'on puisse enlever la condamnation sur le casier, c'est avec sursis. Bon, c'est des petits détails. Mais je m'adresse là également à M. Faro et bien entendu à toi. On entend souvent des jeunes dire qu'ils préfèrent aller en prison que de rester dehors. Parce qu'en prison, ils ont les 3 repas, ils sont suivis médicalement et tout ça, tandis qu'au dehors, ils sont même en sécurité par rapport aux autres. Alors, je ne sais pas, je me fais un peu le roi du diable. Donc, tu peux nous apporter une petite clairvoyance, tu restes là, Alex. Oui, mon collègue a décrit un peu dressé le tableau de notre profession, conseiller des sections de probation. Surtout en tant que conseiller des sections de probation, donc pour les gardiens, comme il le disait, pour les personnes qui sont condamnées mais qui sont pas incarcérées, donc il y a des mesures alternatives, et se trouve effectivement, il y a des personnes qui sont incarcérées. C'est vrai que quand nous disons conseiller des sections de probation, imaginez le collectif dit pour ces personnes qui sont incarcérées, comment ça se fait qu'il fallait sortir. Il se trouve que tout citoyen incarcéré, le loi prévoit la sortie. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces personnes incarcérées, on doit mettre en place un accompagnement. Le but de l'accompagnement, c'est quoi? C'est la sortie. On revient encore avec Bilbao, une maison d'arrêt qui par principe, doit accueillir des personnes qui sont condamnées au maximum 2 ans. Il se trouve que maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas, et les marins ne souffrent pas jusqu'à 200%. Et quand on constate un peu quotidiennement, je dirais que toutes les conditions sont réunies pour, je vais dire ça comme ça, pour que ça explose. Vous écoutez les informations, depuis quelques temps, effectivement, je dirais que ça chauffe. Je veux dire, c'est pas seulement un phénomène de violence, c'est pas seulement un phénomène effectivement, parce que de surpopulation, on veut dire, c'est aussi, je dis souvent que le constat qu'on fait au dehors, on fait le même constat en dedans. J'arrive à me dire, l'intérieur est quand même très ressemblant du dehors. Comment ça se fait? On parle effectivement, on fait le constat effectivement qu'il y a un phénomène de violence chez nous, qui commence très tôt. Moi j'ai envie de dire, le constat qu'on fait aujourd'hui, à peut dire que les choses se sont quand même mises en place il y a peut-être 15 ans. Est-ce qu'on a vu venir? Est-ce qu'on a effectivement anticipé? Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dépassé? Donc, quand on est dépassé, je veux dire, le but c'est pas de baisser les bras, le but c'est peut-être trouver d'autres moyens pour réagir. Donc je fais le constat dans ce pénitentiaire qu'il y a une forte population de personnes incarcérées qui ont entre 16 et 25 ans. Ça pose question. C'est quand même, je dirais, la force vive du pays. Et ce sont des jeunes adultes qui sont arrivés là et je me rends compte qu'ils traînent quand même des difficultés il y a quand même quelques années. Donc je parlais de CM2, donc des difficultés qui ont commencé en primaire. Qu'est-ce qui fait que l'école primaire n'a pas su repérer ces dysfonctionnements? Qu'est-ce qui fait que les parents, à l'époque, n'ont pas été alertés? Qu'est-ce qui fait que les parents, à l'époque, n'ont pas vu venir aussi, parce que les choses se passent aussi dans la famille, qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même, on fait le constat, on est alerté, certains disent, on grave les faits, c'est pour ça, il se trouve que non. Je veux dire, le constat aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous sommes alertés, nous avons peur de certains, nous disons qu'est-ce qu'il faut faire, nous disons qu'il y a certains qui sont foutus, et surtout, le boulot fait que la mission, entre guillemets, je dirais qu'on a, c'est de préparer la réinsertion. Ce sont des citoyens qui forcément vont sortir et vont se retrouver au même niveau.
Et nous avons comme objectif de faire en sorte qu'ils sortent au mieux pour qu'ils redeviennent des citoyens, entre guillemets, normaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un travail de partenariat, parce que je veux dire, la condition première, c'est le travail. Hein. Donc trouver des patrons, trouver des employeurs qui jouent le jeu. Partenariat aussi avec la famille, parce que la famille qui découvre qu'un jeune qui a aujourd'hui 22 ans avec plus condamnation, c'est quand même qu'il y a eu un précédent. Hein. Donc la famille est interpellée. Donc nous, le boulot consiste à dire comment on va vous accompagner, vous aussi en tant que parents, et essayer quand même de rattraper, si je veux dire, ce qui vous a échappé ou ce qui nous a échappé. Quand je dis nous, je parle de la fréquence population. C'est un petit peu ce constat qu'on fait. Je vous disais tout à l'heure que la prison, maison de correction, il se trouve que la réponse judiciaire a trouvé ça. La juridiction a trouvé ça comme réponse. Quand on parle de sanctions, on parle aussi de personnes qui sont susceptibles d'être incarcérées. Donc, entre le fond de personnes qui vont forcément sortir, comme je dis. Donc, notre boulot consiste à organiser pendant cette incarcération tout l'état d'accompagnement, donc en termes de réinsertion professionnelle, en termes de soins, parce que ces personnes qui commettent des actes sont tellement fragiles psychologiquement qu'il fait que la prison, des fois, dégrade ces personnes-là. Il y a des personnes qui sont atteintes psychologiquement, et la question qui se pose maintenant, est-ce qu'ils sont réceptifs ces personnes sont réceptives à une sanction? Donc, la personne qui n'est pas réceptive à une sanction, ça veut dire que la sanction n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'il faut trouver d'autre? Est-ce que c'est une sanction ou est-ce que c'est une structure qui va d'abord s'intéresser à la question d'accompagnement psychologique? Donc, on parle de CRPR. Le centre pénitentiaire de Nord, il y a un service qui s'appelle le CPR qui est chargé d'une part d'évaluer, dans le deuxième temps, à prendre en charge les personnes qui sont fragiles psychologiquement. Donc, qui dit fragile psychologiquement, dit aussi des personnes potentiellement sujettes à récidiver. Parce qu'ils n'ont pas cette notion, on va dire, de culpabilité, de réflexion, de positionnement par rapport à l'acte. Donc, je veux dire, le temps d'incarcération, c'est tout ça. En 2011, on a posé la question du temps d'incarcération utile. Le but, il est ça. Comment faire en sorte que pendant l'incarcération, il va y avoir des activités, il va y avoir un travail, il va y avoir suffisamment de temps où cette personne sera occupée pour pouvoir envisager la sortie. Donc, on peut dire aujourd'hui à l'UMAO, ce n'est pas le cas. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit honnête, c'est pas le cas. Et ça pose problème. Effectivement, Gabriel, je voudrais juste dire deux petits mots par rapport à la prison en tant que lieu de privation de liberté. C'est ça, en fait. Quand la prison a été inventée, si j'ose dire, parce que c'est une invention récente, parce que sous l'Ancien Régime, effectivement, on agissait directement sur le corps de la personne condamnée. C'était la flagellation, bien l'exécution. Et effectivement, quand ils ont inventé la prison et même lancé le mouvement individuel, 1875, c'était dans le code Napoléon, ce qu'on appelle le code pénal, le code Napoléon. Au départ, ils avaient prévu lancer le mouvement individuel, c'est-à-dire les gens, une personne par cellule, mais ça n'a jamais pu se faire parce que le parc pénitentiaire, effectivement, il y a eu beaucoup de gens, ils n'ont jamais pu faire ça. Donc, d'aucuns disent que oui, mais pourquoi il y a tout ça de personnes, etc. Non, parce qu'il y a trop de personnes qui sont privées de liberté en France. Il y a trop. On ne peut pas appliquer ça. Et ça existe depuis 1875. Voilà. Donc, effectivement. Et monsieur Faro disait quelque chose qui m'a interpellé. C'est l'âge de ces jeunes, 16-25 ans. Et la résultante dans tout cela, quand on regarde, chers amis, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de sportifs. On n'a plus de sportifs. En Guadeloupe, on était le principal fournisseur de l'équipe de France d'athlétisme. Justement, les 16-25 ans, on n'a pas, se retrouve en prison. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de sportifs. On est perdu, on a cette frange de la population qui est dans un milieu où voilà, on ne peut plus rien sortir. Voir un sportif actuellement qui est issu de la Guadeloupe, de l'Océan. En athlétisme, on n'a rien. Pas de coureur de 100 mètres, rien du tout, pas de sauteur, pas de pousseur, rien du tout. Où ils sont ces jeunes? En prison. Donc,
Vous savez, j'ai instauré il n'y a pas longtemps, au niveau du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, un programme qui s'appelle la boxe pédagogique. En fin de compte, c'est un projet que j'ai pondu parce que j'avais posé la question à des enfants de la maternelle en leur disant c'est quoi un touriste? À 83%, la réponse était un touriste, c'est un blanc. C'est ça la réponse. Et là, je me suis posé la question, mais non, il faut que j'arrive à corriger parce que non, on est touriste dès qu'on change de localité. Je sors de Monterville, je vais à Saint-François, je deviens touriste. Je sors de Sainte-Anne, je vais à Boule, je deviens touriste. On change de localité, on devient touriste. Économiquement, on est un touriste. Donc, j'ai mis en place un projet qui s'appelle la boxe pédagogique. Au départ, c'était la sensibilisation des métiers du tourisme à l'école. Voilà un peu simplifié. Je voulais commencer ce projet depuis la 3e année de maternelle. Parce que tout à l'heure, tu as parlé du CM2, et je me suis retrouvé un petit peu dans ce que tu disais. Et mettre ça en place depuis la 3e année de maternelle, ça aurait permis à toute une génération de monter dans le temps avec dans la tête cette notion de tourisme et des métiers du tourisme, ce qui fait que d'ici 10-15 ans, puisque c'est long, on aurait pu avoir des personnes, des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, parlant tourisme, mais vraiment dans le bon sens du terme. On a commencé ce projet avec le rectorat, et quand on a inauguré ce projet, c'était au lycée hôtelier, le recteur qui était à l'époque, le précédent, avant Gala, nous a dit que c'est, comment il s'appelait, Martens. C'était un projet national. C'était le premier projet. C'était un projet national. On n'avait jamais fait ça. Donc, là, je repose la question. La réflexion qu'on doit mener, qu'on doit mener ici en Guadeloupe, c'est trouver les solutions, une solution locale qui pourrait servir d'alternative justement à sauver notre jeunesse, puisque si on ne fait rien du tout, là, on est foutu. On est foutu, excusez-moi le terme, mais on est foutu. J'ai envie de dire qu'on s'est souvent focalisé, on se focalise encore sur des problématiques de jeu. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être à un moment donné anticiper puis se dire est-ce qu'il ne faudrait pas commencer plus tôt? Donc c'est un peu l'exemple que vous prenez, c'est un peu l'exemple de l'école qui est évoqué tout à l'heure. Puis si on veut faire en sorte qu'on ne dise pas qu'il y a une jeunesse qui nous dérange, commencer à encadrer les enfants, comme vous dites, dès la maternelle. Je crois que c'est un petit peu le travail qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'on se retrouve pas avec des jeunes qui sont fermés à tout. Je reviens encore à cette population de jeunes incarcérés. On s'en rend compte, c'est cette population qui est peut-être moins réceptive à l'intérêt d'accompagnement. Pourquoi? Parce que ce jeune qui est incarcéré veut montrer effectivement qu'il a un frein à la loi et qu'il est arrivé au centre pénitentiaire, donc il est, on va dire, en caïd. Un caïd, effectivement, ça reste un caïd. Et il se trouve, mon boulot, c'est de dire, si tu veux rester tout le temps caïd, un patron ne te prendra pas, parce que l'intérêt pour le poste, c'est pas avoir un caïd, c'est avoir un travailleur qui intègre la loi, qui intègre le règlement. Je crois qu'on est un petit peu dans ce constat-là, et ça veut dire qu'il faudrait peut-être changer notre façon de voir. Dire qu'on va éviter, là je dis une protection, on va éviter dans le cas de dire on est avec une jeunesse qui nous dérange, donc parce qu'on a appris au préalable, on va faire attention aux plus jeunes. Et je crois que c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Et je crois que les jeunes se rendent très bien compte aussi quelque part, ils nous dérangent et qu'on est interrompu par leur comportement. Jusqu'à quand? Satisfaction. Merci, monsieur Faro. C'est vrai que
on est obligé de se poser toutes ces questions. Alors nous allons, si vous le voulez bien, chers amis, parce que là on a touché le véritable problème. Alors Claudia, toi tu es fonctionnaire bien entendu du ministère de la Justice, mais tu as aussi un regard politique des choses. Alors je t'invite à rejoindre la table d'honneur, pas la table d'horreur, d'honneur. Et puis, je nous ai préparé quelque chose, les attentes politiques. Ça serait un peu long, hein? Voilà. Attends, couchez. Ah, le micro, tu l'as. Alors, tu peux t'asseoir et on t'écoute. Mesdames, messieurs, en vos notabilités, en vos fonctions et qualités ici présents, bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue à cette première conférence. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette conférence débat, ainsi que M. Martin Kumba, président de l'association FADOM, de m'avoir invité. Je remercie également la direction du Casino de Saint-François pour cette soirée conférencière. Voici la table des matières sur l'étude en 5 points constituant ma conférence. Point 1. L'insécurité, la délinquance et la violence en Guadeloupe. Point 2. Une nouvelle économie en faveur de la Guadeloupe pour résorber le chômage. Point 3. La jeunesse guadeloupéenne. Point 4. La protection de la famille et la femme potomitan. Et point 5, la fraternité républicaine d'Union nationale française dans la diversité des genres. Mesdames et messieurs, passons maintenant au point 1. L'insécurité, la délinquance et la violence en Guadeloupe. Pourquoi l'île de la Guadeloupe est le département le plus violent et meurtrier de France? Il faut arrêter le massacre. La République française, par lequel tant d'hommes se sont battus jusqu'à la mort pour obtenir la liberté, égalité, fraternité, parce que ces 3 mots signifient pour eux une certaine exigence qui fait passer les devoirs avant les droits. Un non catégorique à toutes ces formes de délinquance et violence en Guadeloupe et à tout ce qui porte atteinte à l'égale dignité de la femme, de l'homme et de l'enfant. Les homicides en Guadeloupe se multiplient par dizaines. Lançons un cri de guerre pour dire à la société guadeloupéenne qu'il faut arrêter le massacre. Il faut interpeller la société au plus profond d'elle-même. Les élus, les parents, les enseignants, les employeurs, les artistes et les politiques de tous bords. Quelle est la nature de ces homicides? Elle est variée. On retrouve les règlements de compte. L'île de la Guadeloupe est une plaque tournante de la cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Les chiffres de la délinquance concernant l'année 2015 sont alarmants. À Basse-Terre, le vendredi 12 février 2016, Jacques Billon, le préfet de région, a fait un état de ce bilan.
Les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont aussi augmenté de 6,7%. Il faut y inclure les homicides. On note alors un triste record de 45 crimes de sang commis l'an dernier en Guadeloupe et dans l'île du Nord. À ces chiffres, on peut ajouter 40 tentatives d'homicide contre 36 en 2014. Ces faits relèvent généralement de rivalités, de violences intrafamiliales, de différends entre voisins ou encore d'altercations. Ils ne proviennent donc pas nécessairement de règlements de compte. En outre, les atteintes aux biens sont globalement en hausse de 2,1%. Toutefois, lorsque l'on entre dans les détails, la réalité fait froid dans le dos. Les braquages avec armes à feu font un bond de 31%. Quant à ceux commis avec armes blanches, ils progressent pour leur part de 28,6%. On remarque aussi une hausse, mais dans une moindre mesure, des vols liés à l'automobile et aux deux roues en augmentation de près de 13%. Les cambriolages auraient pu constituer l'un des points positifs de ces statistiques dévoilées par les autorités, avec une baisse globale de 2,6%. Néanmoins, une analyse plus fine permet d'isoler d'autres chiffres inquiétants et un déplacement dans l'activité des malfrats vers la périphérie. Ce sont 535 armes qui ont été saisies en 2015 par les forces de gendarmerie et de police dans notre département lors de ces vols. La Guadeloupe compte environ 5000 détenteurs d'armes déclarés. Cependant, selon les autorités, il y aurait beaucoup plus d'armes en circulation dans l'archipel. Mes chers amis, la Guadeloupe souffre d'une situation économique et sociale qui provoque délinquance et criminalité. Le chômage des jeunes est très élevé. Ils sont conscients que leur avenir est très incertain. Il y a aussi des facilitateurs de passage à l'acte. Par exemple, l'alcool et la drogue. On peut également évoquer une certaine impulsivité naturelle et le nombre élevé de familles monoparentales. Certaines mères n'y arrivent plus. Les chiffres définitifs de la délinquance et de la criminalité en Guadeloupe pour l'année 2015 ont été rendus publics le vendredi 12 février par Jacques Billan, le préfet région. Les indicateurs sont affolants dans tous les domaines, excepté pour les cambriolages commis dans l'archipel. Mesdames et messieurs, passons maintenant au point numéro 2. Une nouvelle économie en faveur de la Guadeloupe pour résorber le chômage. Face au chômage qui affecte durablement le pays et fragilise singulièrement notre société guadeloupéenne,
le constat est particulièrement alarmant avec un taux de chômage, en particulier chez les jeunes, qui avoisine les 55%. L'État et les régions doivent unir leurs forces en faveur de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et du développement économique. Nous devons mener une bataille en avant avec de nouvelles idées pour créer de l'emploi et impulser une nouvelle méthode de travail par des plateformes diverses. Elles permettront aux élus régionaux, aux services de l'État et à ses opérateurs de travailler ensemble au plus près des besoins et initiatives locales de formation, d'apprentissage, d'accompagnement vers l'emploi et de soutien ciblé aux PME et aux ETI pour favoriser la croissance économique et la création d'emplois. Il faudra faire face au chômage qui affecte durablement notre société guadeloupéenne, se livrer à la recherche de la causalité, l'expertise suivant l'exégèse d'une situation, contribuer à la création de centres de formation concernant l'insertion au métier, de l'administration, de la gestion, de la production, de l'information, de la représentation, de l'organisation et de la diffusion dans tous les domaines de compétences de son objet. Ce renforcement de compétences opérationnelles nécessitera que les régions retrouvent davantage d'autonomie fiscale. Pour que le parcours des demandeurs d'emploi soit mieux adapté aux enjeux pour leur territoire, les régions devront copiloter avec l'État le service public régional de l'emploi, l'orientation des crédits nationaux et de la formation et le Fonds social européen, et elles pourront conventionner avec le Pôle emploi afin de contribuer à améliorer le dispositif d'accompagnement des demandeurs d'emploi en adéquation avec les compétences en matière de développement économique et de formation. La région Guadeloupe devra tirer tous les avantages de ce dispositif qu'il conviendra de clarifier en cohérence avec les besoins propres de notre territoire. Mesdames et messieurs, excusez-moi, je suis un petit peu longue, mais nous allons passer maintenant au point numéro 3. Alors ce que je te propose, Claudia, c'est vrai que nous avons, nous sommes tous oui de ce que tu dis, mais on voudrait quand même une participation de chacun concernant tout ce que tu as déjà dit. Alors si on peut avoir peut-être une intervention, et que tu restes là. Merci, je suis Monsieur Villemain, de la Maison des Citoyens à Guadeloupe, mouvement d'Alexandre Jardin. Vous êtes politicienne, vous parlez de futur, la région Guadeloupe fera, mais vous concrètement vous faites quoi pour la Guadeloupe et au niveau de la délinquance? Parlez-nous de choses présentes, parlez-nous de présent, faites-nous rêver, faites de l'action, ne dites pas des choses que vous ne ferez peut-être pas plus tard, vous comprenez? Et là je parle des citoyens. Merci à vous. Alors, je vais vous expliquer. Pour le moment, j'ai créé un parti républicain ultramarin français. Aujourd'hui, ce que je présente aujourd'hui, c'est une expertise
D'accord? Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, nous effectuons une expertise, nous écoutons les jeunes, nous écoutons aussi toutes les personnes afin de mettre en place des dispositifs avec tout le monde. C'est formidable. Ça fait 1 mois et demi qu'avec Alexandre Jardin, qui a créé le mouvement de la Maison des Citoyens, on se compte actuellement, nous sommes 30 000 à être mécontents du système politique actuel. Vous êtes tous jacobins, vous le savez très bien. Ne nous mentez pas, ne dites pas n'importe quoi. Actuellement, le citoyen en a ras-le-bol. Il a besoin d'espoir. Moi, je fais partie des gens qui font. Nous sommes des faiseux. Nous ne sommes pas des diseux. Donc, auquel vous faites actuellement une expertise. Nous sommes sur le terrain. Voilà. Comme je vous dis, je viens de créer mon parti. Et nous faisons un état des lieux. C'est encore un parti politique. Qui est jeune. Certes. Mais nous faisons un état des lieux et nous allons créer des groupes de travail afin d'émerger dans notre société. Pour dire des choses, on va dire, avec un peu plus d'atténuation, je dirais qu'il y a une urgence un peu du terrain qui fait que on se dit, qui dit urgence, dit réaction. Je crois qu'on disait tout à l'heure, on fait le constat que dans ce si petit territoire, il se passe quand même beaucoup de choses et pas seulement des choses agréables. C'est pour pouvoir mettre une structure en place. On se dit aussi qu'il y a une population quand même qui, quelque part, interpelle le rôle des adultes et qui nous demande qu'est-ce que vous avez fait. Je pense un petit peu, pour reprendre un peu dire les choses différemment, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on va bientôt être en période électorale. On connaît un peu le côté des choses clairement, voilà. Mais je veux dire, il y a un peu ce qui doit être le discours. Voilà. Alors, nous allons mettre des structures en place avec les citoyens. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur le terrain. Nous établissons un état des lieux et nous demandons aux citoyens de participer avec nous et non nous encore à aller donner des ordres. Le travail se fera avec les citoyens. Mais pour cela, je pense qu'il faut avoir une expertise et pour pouvoir demander aux citoyens leurs propres idées et leur demander aussi de constituer des groupes de travail avec nous. Voilà. Et leur donner la parole. Donc c'est vrai que l'expertise de Claudia on en prend acte, hein, n'est-ce pas? Mais pour revenir au sujet d'aujourd'hui, qui est justement cette délinquance, cette violence, alors je pense que tout un chacun ici, on aimerait savoir quelle solution, hein, qu'est-ce que le politique, ou du moins l'homme public, hein, peut faire en ce moment, parce que là, il y a le feu à la baraque. Donc, avant que tu répondes, je vais laisser la parole à une autre politique, n'est-ce pas? Même si elle n'est pas là ce soir en tant que politique. Mais, on dit souvent, n'est-ce pas, Alex, que la politique, c'est l'art de se mettre au service du peuple. Tout le monde est politique, exactement. Même vous, monsieur Chélami, à quelque niveau que cela soit. Je suis le politique. Tous alors, nous sommes des politiques. Bénin, la petite diablesse du moule, comme ça on l'appelle. Bien, toi debout. Alors, je dis bonjour à tous. Alors, il est vrai que beaucoup d'entre vous me connaissez en tant que femme politique. Avant tout, j'ai eu une vie professionnelle et j'ai travaillé à la protection judiciaire de la jeunesse. Eh bien, j'avais été recrutée en 99, si mes souvenirs sont exacts, quand j'ai fini mes études de droit social à l'Arsenal au niveau de Toulouse, et j'ai travaillé à la direction régionale à la Beige. Et par la suite, eh bien, je suis au niveau du Pôle emploi, où j'ai été dans le 93, et depuis 2006, oui, en Guadeloupe. Alors, il n'y a pas de solution toute faite, et avant
d'exprimer en tout cas ce que je ressens par rapport à cette conférence. Je dis d'abord merci de m'avoir invité, à la présidente, à M. Martin, le président du FADOP. Mais ce que je dois dire, et le thème c'est la délinquance, le thème est assez vaste. Le thème est très très vaste. Et donc c'est vrai qu'on peut ici et là dire tellement de choses, mais comment sécuriser les contours, parce qu'il y a tellement de choses à dire à côté de ce thème-là, la délinquance. Et c'est vrai que M. Mounsani a bien fait de fixer le cadre législatif en se disant, voilà, la délinquance, c'est des faits délictueux, et un délinquant, c'est celui qui peut commettre des actes délictueux de criminalité, si mes souvenirs sont exacts, parce que j'y ai travaillé depuis fort longtemps. Et je vais dire, et je vais prendre un exemple, en tout cas de ce que j'ai vécu, une expérience. À l'époque, j'avais été recrutée en tant que conseiller technique à la protection judiciaire de la jeunesse à la Belge, et ma mission consistait, dans la mesure où il y avait un développement d'actes délinquentiels, de phénomènes de délinquants, eh bien, dans les collèges, dans les écoles primaires, eh bien, il s'agissait de mettre en place une brigade de la protection judiciaire de la jeunesse. Et M. Mounsani l'a bien dit. Qu'est-ce qui a mis en place la protection judiciaire de la jeunesse? Eh bien, c'est l'ordonnance de 45 qui fixe le cadre législatif, eh bien, des jeunes de 13 à 18 ans. Et le législateur dit bien, nous allons privilégier, eh bien, la prévention à l'incarcération. Et c'est de là, dans cette ordonnance modifiée, etc. de fois, où, eh bien, nous voyons que le législateur privilégie, eh bien, le resserrement du lien familial, le législateur privilégie, eh bien, tout ce qui est les actes éducatifs en milieu ouvert, les CAD, et bien évidemment tout ce qui concerne les mesures pour pouvoir garder le jeune dans un lien familial, aussi bien avec les éducateurs, eh bien, de la protection judiciaire que les associations habilitées. Et c'est là où j'ai travaillé pendant quelques années. Et mon rôle consistait justement, précisément, à aller dans les écoles primaires et dans les collèges, où j'animais, je ne sais pas si M. Mounsani a la connaissance avec son collègue M. Faro, eh bien l'Expo 13-18, pour justement expliquer le droit et les devoirs des jeunes des 13 à 18 ans, et une exposition, la Maison des Soubis, qui est presque similaire à l'Expo 13-18 pour expliquer les devoirs, les obligations, mais des jeunes enfants. Au travers d'un jeu qu'on appelait la Maison des Soubis, eh bien c'était pour expliquer aux enfants de primaire, dès le CM1, dans les écoles primaires de l'ensemble de Toulouse et de l'agglomération toulousaine, pour leur expliquer qu'est-ce qu'était l'acte d'incivilité, qu'est-ce que c'était les insultes, comment respecter l'autre et les limites, eh bien, de la liberté de chacun. Alors voilà un peu l'expérience que j'ai eue à travers la protection judiciaire. Il n'y a pas si longtemps, lorsque le nouveau directeur de la PJJ est arrivé en Guadeloupe, je lui ai parlé de ces expositions en disant, eh bien pourquoi? Parce qu'on n'invente pas le jour de ce chez la vie. Pourquoi ne pas remettre au bout du jour ces expositions, aussi bien pour les collégiens, Expo 13-18, que pour l'école primaire? Alors, s'agissant de tout ce que j'ai déjà entendu aujourd'hui, j'ai déjà entendu tellement de choses, mais je dois dire que, est-ce que je dois le dire? Il est là pour ça. Je ne peux pas être aussi pessimiste que vous. Et monsieur a raison, nous avons du sang qui coule dans nos veines, nous sommes des êtres humains, nous aimons la Guadeloupe. La Guadeloupe est chère à nos cœurs, tous ici présents. Eh bien oui, il y a des phénomènes de délinquance, il y a des actes délictueux. Il est vrai, c'est vrai que en termes de proportion, nous sommes un département criminogène. Je dis bien en termes de proportion, parce que nous sommes département région, 404 000 à la montée de population. Toulouse, c'est 400 000 habitants. Donc, et c'est vrai que nous sommes bordés d'eau archipélagique. Nous parlons en tant que pays Guadeloupe, alors que nous sommes un département français.
nous dépendons de la législation de la République et nous avons différents problèmes à régler. La délinquance n'est pas venue comme ça. Très souvent, les sociologues parlent de génération Y. Avant sa mort, j'ai eu à beaucoup discuter avec Albert Flaggy, parce que c'est le père des éducateurs spécialisés de la Guadeloupe. Et pour lui, eh bien, c'était meurtrier ce qui se passait en Guadeloupe par rapport à tout ce qu'il avait pu vivre, eh bien, depuis les années 1970. Je le dis parce qu'on a tendance des fois à caricaturer notre île. Oui, c'est vrai, ça se passe. Oui, c'est vrai, j'ai ouvert un CI ce matin, on a parlé des 2 jeunes arrêtés qui ont fait des actes odieux, mais de criminalité. Mais moi, je dirais que la vraie question, peut-être, serait comment, Présidente, comment ne plus ou ne pas générer de telles monstruosités en Guadeloupe? Comment ne pas générer cela? Pourquoi je le dis? Parce que, et les experts ici présents le savent, nous avons des associations qui œuvrent au quotidien. Moi, je ne parle pas des politiques, parce que vous allez dire, elle fait son peur, elle aime parler, elle aime bien ça. Oui, je suis passionnée parce que la politique, c'est partout. La politique, on respire la politique. La politique, c'est le cadre législatif, la mise en œuvre. Tout est fait par la politique. Et il est important. Mais je dis que nous avons beaucoup d'associations qui œuvrent sur le terrain. C'est difficile pour ces associations-là, qui très souvent, eh bien, laissent à partir, eh bien, de faits, très difficiles, laissent à partir, eh bien, de quelque chose qu'ils ont vécu, que ces personnes ont vécu par elles-mêmes. Nous avons beaucoup d'associations de prévention, de médiation, même au niveau de Saint-François. On est à Saint-François, la PAPED, mais qui connaît beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas d'argent. Comment assurer la pérennité des associations qui font le boulot de service public? Eh bien, des politiques. Parce que pour le cas des CIP, pour le cas de la PJJ, vous avez des associations eh bien, qui sont sous statut réglementaire, j'oublie le terme exact, mais c'est pas statut, mais bon, bref. Voilà, qui œuvrent dans le cadre de service public pour l'accompagnement de nos enfants en difficulté, mais qui très souvent eh bien, ont des personnes qui sont même en contrat précaire. Lorsqu'on parle des clubs de football, où ce sont essentiellement du bénévolat et qui s'occupent de l'ensemble des enfants de la famille guadeloupéenne, comment les accompagner? Voilà, moi je pense des questions essentielles. Quand il n'y a pas si longtemps, il y a le club 160 qui fait une course devant chez moi. Et il y a une course à mes habitants, 25 coureurs. Moi j'étais effrayée. Tu l'as su, 25 coureurs. Comment effectivement redonner espoir, redonner l'envie de la passion de faire les choses à notre jeunesse? Il n'y a pas de solution toute faite. Et c'est vrai, Président, tu l'as dit, c'est le travail collaboratif de tout un chacun, de la famille guadeloupéenne, des associations, des politiques. Et puis il faut qu'on arrête aussi de se dire bien des monstruosités. Il faut qu'on apprenne à se dire ben, finalement tu as fait ça, ben, à ta place j'aurais peut-être mis ça comme ça. Et qu'on accepte sans subir eh bien, certaines choses. Parce que c'est ça aussi. Et je n'irai pas plus loin, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu, dans mon expérience, au-delà de la PJJ ou du Pôle emploi, j'ai eu à présider l'école de la deuxième chance. Pour moi, au-delà d'être un honneur, ça a été mais vraiment un apprentissage de tous les instants. Avec ces jeunes, je ne dirais pas désœuvrés. J'ai cru à un moment que c'était des jeunes désœuvrés, mais je dis non. Ce sont des jeunes qui, à un moment de leur vie, eh bien, ont eu un accident de parcours. Et au-delà de l'accident, parce que tous nous connaissons des accidents de parcours, eh bien, n'ont pas eu les ressources nécessaires ou n'ont pas connu des personnes, je ne dirais pas expertes, mais des personnes essentielles pour pouvoir les sortir de là où ils étaient. Et c'est important de le dire. C'est important de le dire. Pourquoi? Parce que très souvent, et dans la plupart des cas, lorsque vous leur tendez la main, ils peuvent reprendre goût à la vie d'une part,
et retourner sur le bon chemin. Et pour terminer, je vais vous donner un exemple, parce que le thème est tellement vaste, M. Martin, que je ne peux pas aller dans une direction, donc je vous donne un exemple. Avant de terminer ma mission à l'école de la deuxième chance, je rencontre une jeune femme. Elle a 25 ans. Bon, je la rencontre parce que je connais chacun au niveau de l'école, je fais la connaissance de chaque jeune parce que j'ai envie de savoir avec qui j'en fais, et on y va, et bien évidemment il y a l'élection des délégués. Et elle se présente. Elle est vraiment combative, elle est forte. Elle me dit oui, mais j'ai envie de faire du basket. On l'a inscrit dans un club de basket. Et puis, ça y va, ça y va. Puis au fil du temps, on discute. Et un jour, elle me dit, j'ai envie de vous parler. Et elle me dit, madame, j'ai 25 ans et j'ai déjà fait 10 ans de prison. Extraordinaire. 25 ans, 10 ans de prison. Elle revient sur le territoire, elle frappe à l'école, et elle a envie de s'en sortir, elle a envie d'oublier, elle a envie de tourner la page et de prendre une nouvelle clé. Oui, il y a des parcours de vie, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. L'essentiel, c'est d'avoir des personnes comme M. Moussami, M. Faro, des personnes qui ne perdent pas foi, comme vous, madame, vos parents, qui ne perdent pas foi et espoir dans la mission qui leur a été confiée d'accompagner nos jeunes. Et pour terminer, je le dirais, j'ai noté, madame, quand vous dites les parents sont des missionnaires. Certes. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Et le débat est ouvert, parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais pas de problème. Le débat là, on fait. Ma fille, elle a 11 ans. Et très souvent, elle me le disait en me faisant des blagues, parce que c'est une petite coquine. Elle me dit, maman, tu vis dans mon monde. Une fois, elle me le dit, je n'arrive pas toujours à saisir. Et elle me le redit. Effectivement, nous vivons dans le monde de nos enfants. iPad. Bon, elle a l'iPad, mais elle n'a pas de téléphone. Elle rentre en 6e au collège, je trouve que c'est un peu jeune. Moi, je trouve que c'est jeune. Mais beaucoup de parents ont déjà donné le portable. D'accord? iPad. Beaucoup de parents ont déjà donné, eh bien, la télévision dans la chambre. Parce que nos enfants nous sifflent à l'oreille. Maman, tel copain, j'ai été chez le copain, la télévision est dans la chambre. Maman, il ne faut pas que j'aille avec ce sac-là parce qu'on va se moquer de moi. Bref, nous vivons la mondialisation de telle sorte que les choses vont très, très, très vite. Moi, je le dis, j'ai du mal à aller sur Facebook. Et pourtant, j'ai pas 50 ans. C'est pour vous dire que les choses vont vite. Et quelquefois, les parents ont du mal. C'est pas qu'ils ont démissionné, mais évidemment, il y a tellement vite qu'ils n'ont pas eu le temps de garder. Je siège au conseil d'administration du Collège Général de Gaulle ou du Collège de Guinette. Bien des choses se font. Des fois, c'est à nous, au conseil d'administration, bien d'avertir ou d'alerter les parents sur ce que font les enfants. Et les parents sont ébahis, étonnés, parce qu'ils ont cédé que Timouna est bien parti, Timouna est exemplaire, Timouna est aussi, Timouna est ça. Sauf que Timouna, quand il sortit en casa, il n'y avait pas de bus là. Il fait 50 mètres. Le bus l'a déposé. Il fait 100 mètres, puis il rentre dans l'école là. Et entre-temps, il comptait à là. Sur le chemin de vie, nous faisons tellement de rencontres. Des rencontres qui peuvent être de belles, de bonnes rencontres, extraordinaires, mais des rencontres aussi qui peuvent être néfastes pour notre vie de tous les jours. Alors c'est des fois, et en termes de propositions, et moi je n'oublie pas que je suis aussi conseillère départementale, et nous avons parlé de revenir sur l'école des parents pour ne pas générer, mieux accompagner les associations. Il y a une réunion avec le préfet Jacques Billon, augmenter les adultes relais. Sauf que les adultes relais, ce n'est pas la solution, parce que c'est un contrat de 5 ans, les professionnaliser, médiateurs de vie familiale, pour ensuite les pérenniser dans le cadre des associations.
Ce que je voudrais dire, et j'en termine là et là, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est comme la recette de maman et de papa. Tous nous sommes parents, mais chacun est parent avec la force du cœur. Alors merci de m'avoir invité. Merci Justine, avec beaucoup d'attention. Alors, Présidente, si tu permets, tu restes en place, parce qu'on va terminer tout à l'heure avec toi, parce que tu as encore plein de choses à dire. On ne va pas peut-être pas tout écouter ce soir, parce que le temps nous a imparti est presque terminé. Alors, je voudrais laisser la parole, si tu le permets, à M. Zida, parce qu'on a parlé justement de tes propos, tu as fait allusion à ce pacte social. Hein. Donc, M. Zida, si tu veux bien venir. Voilà, je te mettre ici. Tu vas être bien. Tu dois m'asseoir ici. Non, tu vas juste poser ton fessier là. M'asseoir ici. Comme ça, parce que je ne gêne pas ceux qui sont plus dans Ah, me voilà. Alors, on va t'écouter, tu vas nous parler un petit peu de ce pacte social que Justine a déjà ébauché et que notre présidente également en a parlé. Alors, tu vas nous parler de ça pendant quelques minutes parce que Martin m'a déjà fait signe, le directeur a dû certainement tirer les oreilles parce qu'on a déjà dépassé l'heure, il est déjà 8h30. Oui, j'irai très vite. Je vais vous parler de mon expérience. Je suis éducateur et j'ai une formation aussi en tant que sociologue. Mon histoire a commencé, je ne sais pas si vous vous rappelez des fameux emplois jeunes, emplois vie. 98. J'ai pu bénéficier de l'emploi ville. L'emploi ville était destiné à des jeunes qui sont issus de milieux un peu défavorisés. L'emploi jeune, c'était pour ceux qui avaient le bac. J'avais pas de formation. Je ne me considérais pas comme un délinquant. Mais vous savez, quand on n'a rien, on peut facilement tourner. Grâce à ce dispositif, j'ai pu intégrer un lycée. Après les 5 ans, on s'est posé la question, on s'est réunis, un peu comme vous ce soir, pour chercher des solutions à la situation. On a été embauchés pendant 5 ans. Tout ce qu'on faisait, c'était utile. C'était quelque chose que les jeunes dont on avait la charge avaient besoin. Ils avaient besoin de nous. Alors ils nous ont dit, en général, une enveloppe, c'est une enveloppe. Quand c'est fini, c'est fini. La seule solution, et ça encore, c'est parce qu'on s'est réunis qu'on a pu trouver une solution, c'est de nous offrir une formation. De cette formation, j'avais pas le bac. Parce que c'était à l'époque, c'était d'accompagnement éducatif et social. Mais j'étais tellement... Je voulais. J'ai pu faire cette formation. Et une fois en ayant la théorie au niveau de l'éducation, j'ai pu m'orienter, j'ai pu en métropole être embauché par l'Armée du Salut en tant qu'élève éducateur. D'élève éducateur, j'ai passé ce qu'on appelle, c'est encore quelque chose de formidable, tout ce qui est validation des acquis. C'est formidable. Je me suis retrouvé éducateur. Éducateur, avec mon parcours de vie, je peux vous dire, j'avais la force et les mots qu'il faut pour pouvoir accompagner les jeunes, pour pouvoir leur donner envie de ne pas s'arrêter à ce qu'ils ont, de ne pas s'arrêter à leur histoire, mais de chercher et de les orienter, de les accompagner vers des dispositifs qui existent et leur donner envie d'aller plus loin. J'ai travaillé au centre éducatif fermé de Port-Louis, en tant qu'éducateur. J'ai accompagné aussi des jeunes mineurs, multirécidivistes, ce qui me donne une grande expérience. Et ce que je peux dire, parce que je ne vais pas être long, j'ai un petit chien chez moi.
que je dresse. Mes parents me disent souvent, petit chien, petit caca, gros chien, gros caca. Dans nos écoles, nous avons des jeunes qu'on peut comparer comme des déviants. C'est maintenant qu'il faut les accompagner. Parce que s'ils deviennent vraiment des délinquants, il va falloir qu'on se baisse pour ramasser leur caca, si je peux dire ainsi. Et plus ils sont gros, plus ça sent mauvais. Désolé de l'expression, mais c'est pour vous dire que l'accompagnement, la prévention, plus on s'organise comme on le fait aujourd'hui, le plus tôt possible, plus on a de la chance de pouvoir réussir, de pouvoir donner, de pouvoir permettre à la société guadeloupéenne de vivre non pas dans l'insécurité, mais enfin c'est ce qu'on ressent en ce moment, hein, mais d'avoir le sentiment de vivre en paix. Je ne vais pas être plus long parce que l'heure est passée et puis voilà. Merci. Merci Ludy pour cette intervention. C'est vrai que, mesdames, messieurs, nous avons dépassé, le débat était intéressant, nous avons dépassé l'heure. Alors, Présidente, je vais demander à chacun juste un petit mot. Alors, on va commencer par toi. Alors, petite conclusion sur ce débat de ce soir concernant justement la délinquance. Tu as le micro juste à côté. Juste en 2 mots. Oui, alors comme j'expliquais tout à l'heure, nous sommes sur le terrain, nous travaillons avec les jeunes et nous leur demandons de porter des solutions avec nous. Nous ne voulons pas encore nous leur dire ça y est, c'est la politique, on vous impose. Nous ne voulons pas imposer, nous voulons travailler avec nos jeunes et avec tout le monde. Nous appelons au rassemblement. C'est une nouvelle politique. Voilà, eh bien, merci beaucoup, Présidente. Alors, je vais, si vous le voulez bien, laisser la parole au Président qui va clore ce débat en vous remerciant toutes et tous. Toutes et tous. Alors, Monsieur le Président, je vous invite chez vous. Oui, tu as un souci là? Non, c'est que, désolé, j'ai été un peu vite, j'avais ce... C'est vrai pas? Oui, effectivement, le Ludy est un peu vite, il avait pas tout à fait terminé, donc je vais lui redonner le micro juste pour qu'il puisse continuer et clôturer son intervention. C'est en conclusion de tout ce qui a été dit. Mais voilà, c'est un peu tout ce qui a été partagé ce soir, on n'est pas délinquant. On voit bien les groupes intégrateurs et leur rôle, famille, de père, école, etc. Notre société, et ceux qui ont constaté, de par ce qui a été dit, c'est que autant que le contrôle social, comme dans le temps où il y avait traditionnellement parlant une solidarité, ça se perd. Mais ce qu'on retrouve, les groupes de pairs aujourd'hui, c'est-à-dire les phénomènes de banque qui se créent, ils ont une réelle solidarité. Et je peux vous dire que même durant mes études, quand je devais faire face à ces groupes pour pouvoir mener mon enquête, il fallait avoir un langage. C'était pas évident. C'était pas du tout évident de pouvoir rentrer en communication avec eux parce qu'ils sont soudés, ils sont fermés. Enfin, vous connaissez un peu le milieu. On va juste faire prochain slide. Voilà. Alors on devient délinquant, on le sait. Ça fait récemment un ami qui m'a dit que nos gamins, quand ils ne mangent pas bien le matin, je parle pour des parents d'élèves, il n'y en a pas beaucoup qui envoient leurs enfants à l'école, quand ils ne mangent pas bien le matin, ça peut être de par ça, comme on dit, on est en hypoglycémie, c'est ça, et on peut passer à l'acte. On répond mal au professeur, le camarade à côté qui, c'est vraiment dire, accompagner la famille pour pouvoir dire ces choses. Il y a aussi des problèmes mentaux, on le sait.
pas l'habitude de parler. On a des micros, et surtout dans ma voix. Et comme on disait aussi, de plus en plus jeune, c'est intéressant de commencer un travail d'accompagnement. Et quand on parle de bébé, il faut savoir que souvent on voit que les garçons, mais il y a énormément de filles qui passent à l'acte autant que les garçons. Alors que faire? Je pense que vous l'avez déjà entendu, je l'ai prononcé plusieurs fois. C'est l'accompagnement. L'accompagnement des jeunes, des familles. École, emploi, justice, mairie, l'accompagnement. On va dire que ces choses existent, mais je ne sais pas si c'est par manque d'information, on est toujours dans la même situation, même si il y a des associations qui existent, même s'il y a tout cela qui existe. J'ai beaucoup de compréhension pour ce public. J'ai beaucoup de sympathie, mais cela ne suffit pas. Il faut vraiment qu'on puisse ensemble trouver des solutions pour pouvoir arrêter ce bruit. Avant de conclure, je vais même témoigner au nom des familles monoparentales, parce que je fais partie de famille monoparentale, et on se pose la question à savoir pourquoi les familles monoparentales ont tant de difficultés. Donc, ce qu'il faut savoir que par monoparental, s'il est isolé, il a 2 fois plus de chances d'avoir des difficultés pour répondre aux questions de ses enfants. C'est un problème d'isolement. Alors, lorsqu'on est par une famille monoparentale où on a la solidarité, l'isolement de la famille, les voisins, on arrive à se dépêtrer plus souvent. Et c'est vrai lorsqu'on est isolé, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Donc, le critère de monoparentalité ne suffit pas. Mais l'isolement, c'est réellement le problème. Donc, à partir de là, lorsqu'on veut mettre en place toutes ces mesures qui visent à briser l'isolement, c'est une bonne démarche. Et quand je parle de démarche, ça peut être des services de proximité, donc une association de quartier, ça peut être aussi la famille. Mais c'est tout ça à créer de la proximité, créer des services de proximité pour soulager les parents, les familles monoparentales. Il y a un deuxième aspect que je vais soulever, c'est le rôle des parents. Monoparental ne veut pas dire perte de l'autorité parentale des 2 parents. Donc, il y a un rôle de mère, il y a un rôle de mère à assurer. Et ça, il faut vraiment y penser. Donc, un papa maintenant, c'est quoi être papa? Je suis papa, mais qu'est-ce que j'apporte à mes enfants? C'est la question que chaque père ou chaque mère doit se poser. Donc, troisième chose, c'est que il y a des services qui sont compétents, qui aident énormément les familles. Le problème, c'est qu'il manque de moyens, d'accord, de visibilité par rapport à leur travail. Le CMP, par exemple, de Saint-Anne. On change de pédopsychiatre tous les 2 ans. On programme un suivi qu'on devrait effectuer chaque saison, c'est-à-dire chaque rentrée scolaire. On a 6 mois où, par exemple, on n'a pas de personnel, donc les familles sont livrées à eux-mêmes, et puis 6 mois après, on reprend les activités. Donc, c'est pas concevable. On parle de suivi, donner les moyens aux professionnels de travailler. C'est de la proximité dont les familles n'ont pas besoin. Proximité pour se déplacer, proximité pour faire le minimum du quotidien. Et je pense qu'avec ça, en brisant l'isolement, c'est une des pistes qu'il faut explorer pour pouvoir soulager le famille monoparentale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de la tenue de ce débat. Je vais laisser le soin au président de clôturer, puisque après lui, plus personne ne peut prendre la parole. Bonne soirée et merci à vous tous. Alors, j'étais ravi d'être parmi vous ce soir, intervenant, public, un débat très riche, une conférence très agréable. On va en faire quand même un
petit constat. La violence en Guadeloupe, une bulle silencieuse. La peur du lendemain pour tous. Les politiques n'entrevoient pas de solution durable. Et cela ne fait que s'amplifier. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et imaginez l'incompréhension de la colère de nombreux jeunes influençables. Aujourd'hui, il nous appartient à nos citoyens de tirer les leçons de l'échec d'un système par rapport à l'ancien régime familial en Guadeloupe. Car dans notre société, la famille était l'unité principale, les liens affectifs, qui témoignent de la résistance de certaines valeurs entre les générations d'une même famille. Mais depuis plus d'une vingtaine d'années, la famille moderne est ébranlée par de nombreuses mutations de l'économie, la finance, l'emploi, la consommation. Bien que la structure de la consommation varie d'une famille à l'autre, en règle générale, nous sommes victimes de cette violence au quotidien, qui tend à se banaliser sur notre territoire, malheureusement, et touche toutes les classes de la société. Nos besoins en technologie, plus complexes qu'il n'en paraît, mais accessibles pour certains jeunes de la société, la rareté constitue le point central de la violence, dans la mesure où nos besoins semblent indéfinis. C'est une évidence que le progrès se développe à grande vitesse. L'efficacité des solutions visant à réinstaurer l'autorité de l'État et répondre aux attentes des jeunes et leurs familles face à cette montée de violence en Guadeloupe. Aujourd'hui, tantôt nos jeunes sont intégrés parmi les actifs et tantôt ils ne le sont pas. Faute d'emploi, la grande question pour nous tous est comment lutter ensemble pour que l'avenir de nos jeunes qui arrivent à l'âge de travailler puisse encore jouer un rôle dans la société et contribuer à la croissance de la Guadeloupe. Là, telle est la question. Je voudrais remercier Monsieur Villemin-Bernier, membre de la Maison des Citoyens, de nous permettre aujourd'hui d'avoir un visuel et des images pour cette conférence débat sur la délinquance. Vous remerciez, vous aussi, conférenciers publics, d'être venus présents et échanger avec nous. Mais ce que je tiens à vous dire en tant que président de FADOM, famille autrement dite d'outre-mer, c'est que le débat continue. Le débat continue sur les médias. FADOM va monter des comités dans chaque commune pour que la réflexion, les échanges, les propositions continuent et soient portées aux collectivités. Parce qu'aujourd'hui, il est important que chaque citoyen s'implique à travers la thématique de la délinquance, mais à travers son devoir de citoyenneté. Parce que la délinquance n'est pas qu'un seul problème guadeloupéen. Ce n'est pas qu'un seul problème que nous avons sur le territoire, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, effectivement, la délinquance est un problème pour chaque citoyen, pour les familles, pour nos jeunes. Aujourd'hui, nous voulons voir un devenir, nous voulons voir un meilleur monde, une meilleure Guadeloupe. Et pour ce faire, FADOM aura aussi d'autres thèmes. Notamment, le thème suivant sera l'identité culturelle, qui retrace quand même le phénomène de la délinquance qui sévit la Guadeloupe, d'autres départements, la France, puisque nous ne sommes pas le seul, mais pourquoi pas aujourd'hui, là maintenant,
pouvoir se dire que nous allons contribuer à poser une première pierre pour que justement que les collectivités puissent se dire les citoyens bougent. Beaucoup d'associations œuvrent déjà au niveau de la délinquance. Ce sont aussi des voix silencieuses. Nous, citoyens, nous sommes là pour les aider, pour les accompagner, pour aussi apporter leur voix. Parce que c'est pas évident de vrai dans des situations, je crois que c'est Luigi qui en a parlé tout à l'heure, c'est à travers son parcours, Madame Bénin aussi a parlé de ces jeunes, parce que il y a quelque chose qui est clair. Nous ne naissons pas délinquants. Nous devenons délinquants. Donc, si nous ne naissons pas délinquants, si nous le devenons, nous pouvons sortir de cette délinquance. C'est à tout un chacun de mettre un peu du sien. Les parents, les organismes qui sont déjà sur le terrain, les collectivités, l'État, pour mettre les moyens. J'ai cru comprendre dernièrement que des moyens vont être mis très rapidement sur le territoire pour aider les personnes qui œuvrent autour de la délinquance. Je dirais tout simplement en tant que président de FADOM que j'attends de voir ces moyens, mais surtout que j'attends de voir que ces moyens soient redistribués correctement et que les politiques puissent justement redistribuer ces moyens financiers. Parce qu'il faut le dire, il y a moyens techniques, mais il y a aussi moyens financiers. Là, nous parlons de moyens financiers d'aide à la délinquance. Et pourquoi pas, à travers FADOM, à travers les actions politiques qui seront menées de demain, voir une plus belle Guadeloupe. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à la prochaine conférence débat l'identité culturelle. Merci.